notre périple américain, on va le commencer au Pérou. Hop, puisque c'était ce week-end, la Liga 1, la Liga Uno 2024 a trouvé sa conclusion, a livré son verdict et a décerné son titre de champion à Universitario, que vous voyez ici en photo. Je vais vous montrer aussi sur une vidéo la remise du trophée. Voilà, Universitario qui a célébré donc ce titre, un titre qui se jouait à distance avec le rival de toujours, l'Alianza Lima. Bravo à l'Alianza pour le choc, nous dit Al-Rami, c'est exactement ça. Je suis assez d'accord, Rodolphe, le trophée de la Liga Uno péruvienne est probablement l'un des plus beaux. Vraiment, il est absolument magnifique et en gros plan, il y a des détails, bon, on les voit pas sur les images, mais il y a des détails absolument magnifiques. Bref, parenthèse fermée. Et effectivement, Al-Rami parle de choc parce que avant la dernière journée de cette phase, de ce tournoi de clôture de Clausura, je rappelle juste quand même qu'il y a deux phases dans le championnat péruvien, un tournoi d'ouverture, un tournoi de clôture, Apertura et Clausura en espagnol. Ça correspond au match aller et au match retour, donc il y a un championnat des matchs aller et un championnat des matchs retour, un vainqueur pour chaque tournoi, et généralement, à l'issue de ces deux tournois-là, on a 4 équipes qui vont être concernées par ce qu'ils appellent des playoffs. Les deux vainqueurs, quand il y en a deux, hein, les deux vainqueurs, le vainqueur de chaque tournoi et les deux premières équipes de la table annuelle. Alors souvent, il y a un petit peu de chevauchement, et là, il y a eu un tel chevauchement que Universitario avait gagné l'Apertura déjà avec égalité de points avec le Sporting Cristal, donc sur le fil, et là, on était à la dernière journée du Clausura, et donc, il y avait égalité de points avant cette journée entre Universitario et l'Alianza Lima. L'Alianza Lima recevait Cusco à domicile, pendant qu'Universitario se déplaçait pour aller jouer Los Chancas. Universitario a fait match nul, et l'Alianza Lima a trouvé un formidable moyen de se rater totalement chez elle, en prenant 2 buts en 2 minutes à l'entrée des 10 dernières minutes. Donc, et les hommes, les coéquipiers de Paolo Guerrero, qui va retrouver la sélection péruvienne quand même, notez-le. Il a été appelé dans la liste pour les prochains éliminatoires. C'est donc complètement raté. L'Alianza Lima a perdu et le point suffit donc à Universitario pour être sacré champion. C'est aussi, vous l'avez vu, c'était écrit le bicampeonato, c'est-à-dire qu'ils ont juste conservé leur titre, puisqu'ils avaient été champions l'année dernière. Alors, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais du coup, je vais vous montrer. L'année dernière, c'était déjà un duel entre Universitario et l'Alianza Lima, et cette fois-ci, ça s'était joué en finale du championnat, et c'est la fameuse victoire d'Universitario à Matut, donc le titre décroché dans le stade Alejandro Villanueva de l'Alianza Lima, et c'est cette fameuse scène absolument magnifique que je ne peux m'empêcher de vous montrer. Ce coup de sifflet final, et d'un coup, il n'y a plus de lumière parce qu'ils avaient, du côté de l'Alianza Lima, juste éteint les lumières pour qu'on ne voit pas les joueurs d'Universitario célébrer leur titre dans le stade de l'Alianza. Voilà, c'est les images que vous aviez en direct à ce moment-là. Je vous ai dit qu'on allait se marrer ce soir, hein, donc on est dans des trucs beaucoup plus rigolos. Et donc, il ne fallait pas voir les joueurs de la OU célébrer à Matut. Et donc, c'était ça l'année dernière. C'était absolument magnifique. Et il y a des interviews lunaires hein, où ils sont avec juste des lampes pour essayer de voir les joueurs. Tout est éteint. Les mecs ont éteint le stade et tout le monde s'est barré dans le noir. C'était juste absolument magnifique. Je vois que ça vous amuse dans le chat. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, on l'aura pas cette année parce qu'Universitario a donc gagné l'Apertura, le Clausura, la table annuelle. Et de toute façon, comme ils ont gagné les deux tournois, eh bien forcément, ils étaient en tête. Et donc, ils sont décrétés champions. C'est le 28e titre des Cremas, surnom d'Universitario, qui prend un petit peu plus ses distances avec l'Alianza Lima en tête du nombre de titres au pays. C'est 28 pour Universitario. On est à 25 pour l'Alianza Lima. Et c'est surtout un titre conservé qui tombe une année très particulière pour la OU, puisque ce sont les 100 ans, puisque l'Universitario a été créé par des étudiants de l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Petite parenthèse, c'est l'université la plus vieille de toutes les Amériques, nord et sud compris, du nord au sud, a été créée donc le 7 août 1924. C'est le centenaire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la OU parce qu'on n'a pas forcément la soirée pour cela. Il y a un article que je mettrai en description et qui est présent sur Hello, l'histoire d'un nom consacré à Universitario. Il y a aussi un article sur l'importance des universités dans le développement du football au Pérou qui a été publié et qui était écrit par Romain
dans le numéro 12, dans le Hello Mag 12. Donc voilà, donc c'est une année particulière. Universitario a donc conservé son titre, célèbre de la meilleure des manières son centenaire en gagnant les 2 tournois, donc en dominant la saison péruvienne. Et puisqu'on en est sur le verdict, et comme ça vous allez mesurer aussi l'importance, la violence de l'échec pour l'Alianza Lima, je le disais, Universitario en étant champion va en phase de groupe de la Libertadores. Enfin, je le disais pas, mais Universitario en étant champion va en phase de groupe de la Libertadores et sera accompagné dans cette phase de groupe de la Libertadores par le deuxième de la table annuelle qui est donc le Sporting Cristal. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que l'Alianza Lima, en se ratant chez elle lors de la dernière journée, se retrouve 4e de la table annuelle et va donc devoir va aller en Libertadores, mais va entrer dès le premier tour. Donc va devoir faire plusieurs matchs de barrage avant d'espérer atteindre la phase de groupe. On sait à quel point c'est important financièrement, et en particulier pour les clubs péruviens, notamment pour aller de faire des phases de groupe de Libertadores, même si, comme le dirait dans le chat, l'Alianza ne gagne jamais en Libertadores, mais c'est un point important d'aller en Libertadores et d'aller en phase de groupe. Donc il va y avoir un marathon pour l'Alianza Lima, ça pourrait avoir des conséquences économiques. Le troisième, exactement, c'est Melgar. Donc Melgar entrera au tour numéro 2, au deuxième tour préliminaire de la Libertadores. Et histoire d'être complet, Cusco, puisque c'est Cusco, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est le Cusco FC dont on a un petit peu parlé sur Hello il y a une dizaine de jours et dont on va reparler bientôt sur Hello dans le dossier Pérou qu'on est en train de faire. Justement, on est à Cusco. Cusco, en s'imposant, valide sa place en Sudamericana. Il sera accompagné par un autre club de la ville, Cienciano, l'Atlético Gro et l'AD Tarnat. Ces 4 équipes seront donc en Sudamericana. Histoire d'être complet, donc il y a un monde où l'Alianza Lima pourrait ne pas disputer de compétition continentale, tout à fait, en sautant dès le premier tour de la Libertadores. Oui, il y a donc un monde où ça peut être un drame. Donc ça mesure un petit peu quand même comment dirais-je, ça mesure quand même le niveau de l'échec. Ils se sont fait bouger, hein, les joueurs de l'Alianza Lima, à la fin du match, par leurs supporters qui étaient très en colère. Je vous invite à regarder les buts, surtout le deuxième but qui est un contre, joué à 2 contre... Enfin voilà, c'est un 2 contre 2, c'est un contre magnifique. Mais bon, bref. Histoire d'être complet, 3 équipes sont reléguées, Carlos Manucci, Union Comercio, qui alors nous a fait un superbe chelem pour terminer la saison. Les 2 dernières journées, ils en ont pris 12 contre le Sporting Cristal et ils en ont pris 7, je ne sais plus contre qui, lors de la dernière journée. Donc voilà. Cusco, 29 tirs contre 5 tirs, score final 1-2. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Donc voilà, mais je te disais, Boca Palmeiras, l'Universidad San Marcos, c'est la plus vieille de toutes les Américains, même jusqu'aux États-Unis. Bref, histoire d'être complet de chez complet, je le disais, 3 relégués, Carlos Manucci, Union Comercio et l'Universidad César Vallejo. Ça vous parle peut-être un petit peu. Ils jouaient la Sudamericana cette année. Ils sont relégués en 2e division. Il y a quelques années, ils étaient entraînés par un certain Sébastien Abreu. Donc voilà. Et on termine par une petite stat assez folle qui va ravir tous les amoureux du football argentin qui reconnaissent forcément cet homme, Martín Cauteruccio, qui nous a fait quelque chose d'absolument incroyable puisqu'il boucle la saison en championnat avec 35 buts en 28 matchs joués. 35 buts, il a mis presque 2 fois plus de buts que l'homme qui le suit au classement des buteurs sur la saison, Carlos Garcés, qui voilà, qui en a mis donc presque moitié moins, il en a mis 18, Carlos Garcés. Et sachez que Cauteruccio a marqué 39 buts en 31 matchs, toutes compétitions confondues cette année. Il a 37 ans. On sait que les buteurs argentins aime beaucoup le Pérou. On se souvient d'Emmanuel Herrera, par exemple, qui avait bien cartonné là-bas aussi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, un garçon qui, à 37 ans, eh bien, se fait bien plaisir. Voilà, 39 buts sur l'année, il devrait être pas mal. Je pense que, j'ai pas été voir, mais je pense qu'on devrait avoir quelques comparatifs avec des joueurs européens. Le nouveau Germán Cano, voilà, à peu près. À peu près. On salue Paul Bismuth, on vient de terminer notre petit tour au Pérou, tout simplement. On a fait un petit point sur ce championnat. Je remercie Dr Mister pour le follow et on va passer à la deuxième news de la semaine.
pareil, j'ai dit, cette semaine, on fait des choses à peu près plutôt joyeuses. Pas de drame, pas de tragédie. C'est vrai que c'était un peu, voilà, un peu lourd en niveau ambiance la semaine dernière. Non, on parle pas d'Aldo Civi, Boca Palmeiras, mais il y a une surprise avec Aldo Civi. J'en dis pas plus. On évoquait à l'instant les compétitions continentales, je l'évoquais notamment avec l'Universidad César Vallejo qui se retrouve en Liga 2 la même année alors qu'ils ont joué la Sudamericana. On va parler justement de Sudamericana parce que j'ai pas eu le temps d'écrire là-dessus sur Hello, donc on va parler de cette fameuse finale. Enfin, une finale qui ne sera pas 100% brésilienne. De toute façon, il faut souvent compter sur la Sudamericana pour ça, puisque l'affiche de la finale qui aura lieu à Asunción le 23 novembre prochain opposera Racing des Argentins, donc de Juan Fernando Quintero, à Cruzeiro, le Cruzeiro de Fernando Diniz, qui a gagné la Libertadores l'année dernière avant de se faire virer et de rebondir à Cruzeiro. Elle n'est pas à 100%, elle n'est pas à 100% brésilienne. Elle est argentino-brésilienne. Racing va gagner, Gago n'est plus l'entraîneur. Et justement, c'est assez amusant parce que on peut évoquer, on va l'évoquer cette finale, la dernière finale de Racing, la dernière finale continentale de la Academia, c'était il y a 32 ans, c'était la Supercopa Libertadores. Alors ça vous parle peut-être pas, parce que c'est une compétition qui a disparu en 97. La Supercopa Libertadores, c'était une compétition continentale qui n'était réservée que aux vainqueurs de la Libertadores. Voilà, donc au moins c'était réglé. Et donc la dernière finale de Racing, c'était en 1992, Supercopa Libertadores, et l'adversaire c'était Cruzeiro. Cruzeiro avait gagné 4-0 à l'aller, 1-0 pour la victoire de Racing au retour qui n'était pas suffisante donc pour remonter ce retard. Et le détail important, le détail amusant, le clin d'œil amusant, c'est que l'actuel entraîneur de Racing, Gustavo Costas, était capitaine de Racing en 1992 quand il avait perdu cette finale. Voilà, bref, je le disais, 23 novembre prochain, 2 finales de suite pour Diniz, c'est pas mal, exactement. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pourquoi parler de cette finale aussi? Bon, on va pas revenir sur les matchs, surtout que je vais surtout pas mettre d'image parce que vous savez à quel point la CONMEBOL est un petit peu tatillonne, notamment quand on partage des images. Bref, on reste sur des photos, mais c'est aussi l'occasion, et c'est un petit peu le côté un petit peu sympa et un petit peu fou, c'est l'occasion de parler de cette photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, qui a même été partagée sur notre Discord. Cette photo que l'on a vue notamment au Brésil, ils en ont beaucoup parlé au Brésil, donc elle est devenue, comme on dit de nos jours, elle est devenue virale, tout simplement. Tu l'as pas vue? Bah la voici, donc Rodolphe, cette photo, c'est Marianella Cani, c'est une jeune supportrice de Racing qui a 21 ans, et donc elle est devenue absolument virale parce qu'on la voit en larmes, accrochée dans les barbelés, les jambes ensanglantées, enfin voilà, donc c'est pas du tout une IA, la photo a été prise par un journaliste, par un photographe brésilien même, je n'ai pas noté son nom, et ce photographe, pardon, a été interrogé par Globo, ainsi que Marianella Cani, Marie, hein, pour les intimes, comme on dirait, et elle a été interrogée par la Globo, et elle a livré des phrases voilà, que seuls les Argentins sont capables de vous sortir, parce qu'elle explique qu'elle a pleuré avant le match, pendant le match, après le match, elle a pleuré tout le temps. Elle explique que c'était pour elle le plus grand rendez-vous de son histoire. Elle n'avait jamais vu de match de cette importance-là pour Racing. Hein. Elle n'a que 21 ans. Elle n'a que 21 ans. Et elle sort cette phrase absolument incroyable quand on lui explique, voilà, elle dit tout ce que je voulais, c'était être un oiseau pour pouvoir voler et voir tout ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Tout simplement, les Argentins sont capables de ça. Hein. Vous discutez avec eux, ils vont vous sortir 27 phrases d'insultes et au milieu, une phrase d'une poésie incroyable. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc voilà, bref, elle explique, donc je le disais, avoir vécu le meilleur moment de sa vie, ne même pas avoir senti qu'elle s'était blessée, hein. Voilà, et donc voilà, je vous disais, elle a pleuré absolument tout du long, c'est donc une belle histoire en forme de clin d'œil, c'est aussi l'occasion d'avoir le sourire, je vous disais qu'elle avait été interrogée par la Globo, je vous montre quand même l'article hein, de la Globo, et dedans il y a l'interview du photographe qui a pris cette photo-là, qui a hésité avant de prendre la photo, dit-il, mais qui a fini, bah voilà, il s'est dit c'est quand même assez extraordinaire. Et donc on va en profiter parce qu'il a été question cette semaine, il en a été beaucoup question du recibimiento de River qui était absolument magnifique face à l'Atlético Mineiro.
on va aussi, nous, se faire plaisir avec un autre Recibimiento qui a été un petit peu moins vu, un petit peu moins viral. Et pourtant, c'est celui de Racing face aux Corinthians, puisque ça avait été dit. Ça a été dit par Boca Palmeiras. Racing a écrasé, enfin a battu, a sorti le Corinthians, notamment avec un doublé de Juan Fernando Quintero. C'est la preuve que le football peut véhiculer de belles émotions, nous dit Nostromo. Exactement. Et si tu veux des émotions, vous savez quoi? On va juste faire une petite pause et je vais vous montrer à quoi ressemblait le Recibimiento de ce match. Voilà, on s'est fait un petit peu plaisir sur, sur ce Recibimiento. Il y a effectivement beaucoup d'instances qui sont en PLS. Voilà, je rappelle quand même, hein, mine de rien, que normalement les objets pyrotechniques sont interdits aussi par la CONMEBOL. Voilà. Mais bon, rouge, jaune et vert, les couleurs de Racing, c'est bien connu. Effectivement, tout à fait. Il y a pas mal de syncopes qui ont été faites, il y a pas mal de... Voilà, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. C'est aussi ça qu'on aime. Tout simplement, c'est la bataille de Poudlard, nous dit... Rami. Mais bon, voilà, c'est aussi l'occasion, c'était l'occasion de se faire plaisir. Il y a aussi des images aériennes et des photos aériennes du Cilindro. Et j'en profite pour toujours, parce que je le dis toujours, allez, si vous allez un jour en Argentine, il faut passer par le Cilindro. Ce stade est absolument incroyable dans son architecture et dans même le quartier est génial. Donc allez-y. Voilà, il n'y a aucun de blessé à ce que je sache. Il y a eu quelques brûlés graves à River. Bah, il y en a peut-être aussi du côté de Racing, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. En France, c'est 2 ans de fermeture de stade et le club va jouer ailleurs et 30 points moins. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Bah, après, c'est très sud-américain, mais voilà, c'est aussi pour cela qu'on pouvait se faire plaisir avec ces images-là. Je le rappelle donc, la finale, elle sera à Asunción, cette finale 2024, le 23 novembre, entre Racing et Cruzeiro. Le plus grand regret de mon voyage en Âme Sud l'an dernier, de ne pas être passé par Buenos Aires pour voir un match. Ouais, c'est vrai, bah, ça t'obligera à y retourner. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. D'où vient ce chant? J'ai un trou de mémoire. Je le savais et j'ai un blanc. Peut-être que Boca Palmeiras le sait, il est entonné dans absolument tous les stades. C'est une bonne question, Isanoé, mais c'est vrai que j'ai plus le titre du truc original. Petite question tirée du chapeau, est-ce qu'un entraîneur a déjà réussi le doublé Sudamericana Libertadores? Oui, il entraîne River Plate. Mais il faut pas trop le dire trop fort parce qu'il y a Pierre Gerbeau dans le coin, le dernier à l'avoir fait. Je pense que c'est le dernier à l'avoir fait.
puisque 2014 et 2015. Donc voilà. Je chercherai Isanoé parce que je l'avais noté, je crois, à un moment. Je crois que j'en avais déjà parlé de ce chant ou j'ai dû le noter quelque part. Bref, fin de la deuxième news. On était sur cette finale donc de Sudamericana 2024, 23 novembre. Je rappelle que la finale de Libertadores, ça sera la semaine suivante, si j'ai bonne mémoire, donc le 30 novembre. Et ça sera une finale de Coupe du Brésil entre Botafogo et l'Atlético Mineiro. Une finale de Coupe du Brésil délocalisée au Monumental à Buenos Aires. Il avait été question un temps, il y a eu des rumeurs de délocaliser la finale. Ça ne sera pas le cas. Elle est bien. De toute façon, elle était forcément à Buenos Aires puisqu'ils ont mis en vente les places et forcément au Monumental puisqu'ils ont mis en vente les places. Bref, dernière news, on va terminer. On va terminer par le Mexique. On continue de remonter vers le nord. On était remarqué Pérou, Paraguay, on est à peu près sur la même, sur la même ligne. On va remonter vers le Mexique avec une nouvelle rumeur qui est arrivée et qui a été réalimentée aussi ce jour, avec une nouvelle possible modification de la Liguilla. La Liguilla au Mexique, ce sont les playoffs. Les playoffs. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu parce qu'il y a des modifications qui sont annoncées, qui pourrait arriver, on va voir, et surtout parce que tout simplement au Mexique, on est en train de continuer véritablement à s'inspirer de ce qui se passe plus au nord. Alors, vous le savez peut-être ou pas, en 2020, le championnat s'est refermé. Après la Covid, l'idée à l'origine était d'assurer la stabilité financière des clubs de Liga MX. Donc, il nous avait dit pour 5 ans, à l'époque, il nous avait dit que c'était valable pour 5 ans et que donc pendant 5 ans, la Liga MX serait une ligue fermée. Comme ça, les clubs ont le temps de repartir parce qu'ils ont souffert des conséquences économiques liées à la pandémie. Et on a appris récemment que finalement, cette histoire-là, ça vaudrait jusqu'à 2026-2027. Mais l'été dernier est arrivée une rumeur. Vous voyez cet article qui est de AS, qui date de juillet dernier. Est arrivée une rumeur quant à la possibilité que cette notion de ligue fermée devienne finalement la norme. L'idée, en fait, ça serait que, et plusieurs dirigeants de la Liga MX qui étaient présents lors d'un congrès qui s'appelait le Summit Sport Mexico, ont expliqué que l'incertitude financière était toujours très présente quand même pour certaines équipes de Liga, et en particulier pour les équipes de la deuxième division qui s'appelle maintenant la Liga de Expansión. Bon, vous comprenez que c'est assez rigolo d'appeler une deuxième division Liga de Expansión quand tu n'as absolument aucune possibilité d'aller voir plus haut, mais bon, bref. Et donc, en gros, l'idée que la notion de promotion-relégation ne se ferait plus, pourrait être définitivement supprimée. Mais vraiment définitivement. Et l'idée, devinez quelle est l'idée? De faire comme est la MLS, c'est-à-dire de faire une élite qui, à terme, se terminera à 28 équipes, avec une première étape qui serait un passage de 18, ils sont actuellement 18 au Mexique, à 20 équipes. Et ce passage-là se ferait après le Mondial 2026. Les deux premiers candidats à venir garnir, à venir ajouter leur nom à cette future Liga MX fermée seraient, je vais garder le serait Atlante et les Leones Negros. Morelia pleure à chaudes larmes, exactement. Atlético San Luis remercie la Liga MX, Mazatlán aussi, et même peut-être l'Atlas, parce que je crois que si on était en mode ligue fermée, l'Atlas serait pas bien. Ligue ouverte, l'Atlas serait pas bien. Bref, l'idée c'est de faire ça, et on entrerait dans un monde clairement de franchise, et d'ailleurs c'est le terme qui a été employé par certains dirigeants, et notamment cet homme-là, Jesus Martinez, qui est le propriétaire du Grupo Pachuca. Alors, on nous annonce que ça serait aussi la fin des multipropriétés, avec l'arrivée des nouvelles franchises, à voir. Mais bon, voilà. On est donc véritablement dans un processus alors je vais créer un néologisme, dans un processus de MLSisation de la Liga MX. On le sait que les dirigeants de la Liga MX n'ont Dieu que pour ce qui se passe au nord, parce qu'ils voient les maletas, parce qu'ils voient aussi que la MLS progresse. Je ne parle pas en termes de football, je parle en termes de puissance financière, avec des clubs qui sont de plus en plus capables de dépenser de plus en plus d'argent, au point qu'ils ont, et on en avait parlé il y a quelques temps, capables maintenant de proposer les mêmes salaires qu'en Liga MX.
Donc, ils voient que ça fonctionne. Bon, voilà. Il y a effectivement dans le projet, dans ce projet de créer jusqu'à 28 franchises, d'aller aussi bouger peut-être ou implanter des franchises sur certains territoires. Il a été question notamment de Veracruz. On se rappelle des Tiburones Rojos de Veracruz, hein, je vous invite, il y a des articles sur Lucarno posés là-dessus pour voir comment ce club était géré. Mais bon, voilà, on est donc dans ce processus de MLSisation qui avance. Et donc, en août dernier, parce que suite à tout cela, on continue, hein, Lorniez qui se fait au nord. En août dernier, alors que les clubs mexicains perdaient en Leagues Cup, il y avait eu l'idée d'implanter ce système qui a cours en Leagues Cup. La Leagues Cup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la compétition estivale entre les clubs de MLS et les clubs de Liga MX. Il y a une phase de groupe dans laquelle, à l'issue du temps réglementaire, les équipes se départagent par une séance de tir au but. Et donc, en août dernier, il s'était dit que pour mettre un petit peu plus de spectacle dans leur Liga MX, eh ben, ils feraient bien pareil. Alors l'idée a évolué un petit peu depuis, et aujourd'hui l'idée serait différente. C'est ce que nous raconte Record, et c'est de ce lundi, hein, ça a été publié ce lundi. Ils envisageraient d'implanter cette règle pour la Liguilla. La Liguilla, ce sont donc les playoffs. Alors, pour expliquer, je rappelle brièvement comment ça fonctionne. En Liga MX, vous avez 2 tournois, Apertura et Clausura. Vous avez 18 équipes, vous avez 17 matchs. À l'issue des 17 matchs, vous avez une phase de Liguilla. Les 6 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées de 7 à 10 jouent une espèce de barrage pour aller justement rejoindre les quarts de finale. Il n'y aura que 2 qualifiés. Je l'avais expliqué, mais il y a un match entre le 7e et le 8e. Le vainqueur va en quart de finale. Il y a un match entre le 9e et le 10e. Et le vainqueur de ce match entre le 9e et le 10e affronte le perdant du match 7-8. J'espère que vous avez suivi. C'est compliqué, c'est le Mexique, on a l'habitude. Bref, tout ça pour dire qu'ils se disent qu'ils mettraient bien en place en Liguilla ce fameux système qu'on a en ce moment au premier tour des playoffs de la MLS, ce BO3, ce meilleur des 3 matchs, et donc avec des matchs nuls, et donc avec à la fin des tirs au but pour départager. Je rappelle qu'aujourd'hui, ça se joue en aller-retour, qu'il n'y a pas de règle de but à l'extérieur, mais que si les 2 équipes sont à égalité à l'issue du temps réglementaire, à l'issue des 2 matchs, pardon, égalité parfaite à l'issue des 2 matchs, eh bien, c'est le mieux classé à l'issue de la phase régulière qui passe. Voilà. Bref. On va voir ce que ça va donner. On voit que ça continue de lorgner vers le nord. On sait qu'il y a certains dirigeants d'Apple TV qui tournent un petit peu dans le coin. On sait que la Liga MX aimerait beaucoup, beaucoup que Apple TV les englobe dans leur offre ou crée un Liga MX Season Pass à l'image du MLS Season Pass ou intègre les deux. J'ai vu passer le message dans le chat sur la potentielle fusion des 2 ligues. À terme, voilà, c'est ça. À terme, fusion avec la MLS, c'est un vieux serpent de mer. Et Don Garber, le président, le commissioner, on va le dire bien comme il faut, de la MLS, dont on reparlera tout à l'heure, a déjà mis son veto là-dessus en expliquant que ce n'était juste pas possible. Ils sont peut-être jaloux de la MLS qui a réussi à attirer Messi et Suarez. Ils se disent pourquoi pas nous. En fait, ils voient qu'au nord, il y a un système qui a été mis en place et avec des franchises stables, avec des franchises et des investisseurs, ils arrivent à attirer des investisseurs et il y a un développement économique qui est tel qu'aujourd'hui, les clubs de MLS ont le même pouvoir économique que les clubs de Liga MX. Alors ça a des conséquences, il y a des contres, hein, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont contre. Déjà depuis l'introduction de ce fameux système de ligue fermée, j'ai encore eu en souvenir une interview assez récente de Jorge Campos qui massacre les dirigeants de la Liga MX en expliquant qu'ils sont en train de tuer le football mexicain parce que voilà, rien ne va bien. Mais bon, en Liga d'Expansion, il y a plein de clubs super récents, ils vont vouloir piocher là-bas. On va voir comment ils vont trouver 28 franchises. On va voir dans quel voilà. On va voir déjà si ça va véritablement se faire. Et on va voir donc si, en continuant à se transformer en MLS, ils vont transformer leur playoff en playoff MLS. On rappelle qu'en MLS, le BO3, c'est uniquement au premier tour. Enfin, les Dorados vont monter. Peut-être. Quoique, tu as vu, il y a des petits soucis de sécurité du côté de Sinaloa. Donc, c'est un petit peu plus compliqué.
On va juste en profiter quand même pour faire un petit point sur le championnat mexicain. Alors j'ai complètement oublié de mettre un classement, mais c'est pas grave, on va faire 100. On va rappeler que on a joué 15 journées du championnat, donc 15 sur les 17 de la phase régulière, qu'à l'heure actuelle, il y a 3 équipes qui sont déjà assurées d'une présence en quart de finale de la Liguilla. Ces équipes, c'est celle qui est en photo, c'est Cruz Azul qui est en train d'écraser totalement le tournoi. En 15 matchs, Cruz Azul en a gagné 13, a fait un nul et une seule victoire. Pour vous donner une idée, ils sont à 1 point du record absolu de points sur un tournoi court qui appartient à Léon. Sur un format à 10, il appartient à Léon sur un format à 17 journées, sur un format avec 19 journées, parce qu'il y a eu une époque où on jouait 19 journées, où il y avait 20 équipes en Liga MX. Le record de points, c'est 43. Actuellement, Cruz Azul en a 40. Donc, il reste 2 matchs. Voilà, pour vous donner une idée, ils sont à 1 point donc, de ce record de Léon sur les tournois courts. Ils ont égalé déjà le record de victoires sur un tournoi, ils en ont gagné 13, et ils en sont à 24 victoires sur l'année civile, sachant que le record absolu du club date de 1972 et c'est 26. Il reste 2 matchs de championnat, et il reste ensuite la Liguilla à jouer. Bref, donc Cruz Azul est qualifié et Super Leader écrase tout. Toluca est qualifié aussi pour les quarts de finale, ils s'accrochent, ils sont à 8 points de Cruz Azul. Et le dernier qualifié, ce sont les Tigres d'André-Pierre Gignac qui sont actuellement 3e. Derrière, on a les Rayados, l'Atlético de San Luis, avec un Français particulièrement qui brille, Sébastien Salès-Lamonge, qui est en train de faire un joli tournoi du côté du Mexique. On a les Pumas, Tijuana et l'América qui sont au minimum assurés de jouer le barrage, les play-ins, ces fameux barrages entre des équipes 7e à 10e. Derrière encore, Chivas est quasiment en play-in au minimum. Et l'Atlas vient de s'installer dans le top 10 en n'ayant que 3 points d'avance sur Léon. Voilà. Pachuca a enfin gagné. Exactement. Voilà. C'est l'occasion de faire un petit point. Attention à surveiller ce qui se passe du côté du Mexique, à voir comment ils vont nous transformer ça. À voir comment ils vont nous transformer ce championnat sur les prochaines années, à voir si ce projet de MLS mexicaine va véritablement s'installer. On peut le redouter, vraiment, parce que, on le sait, il lorgne vraiment de plus en plus, année après année, tournoi après tournoi, de plus en plus vers ce qu'il se passe au nord.